Professeur émérite à l'université de Nice, il est même doyen honoraire, et qui était professeur de droit. Mon sujet, c'est quoi de neuf au Moyen-Orient? La première observation, c'est que c'est une région de très vieille civilisation. Et je crois que c'est important de le noter, puisqu'il y a au moins un État qui se revendique de cette ancienneté pour bénéficier d'un certain nombre de prérogatives qu'il s'auto-attribue. Il y a une sorte de statut d'exceptionnalité qui est autoproclamé par l'État d'Israël, mais une exceptionnalité qui n'a même pas de fondement historique, parce que l'histoire du Moyen-Orient est une histoire extrêmement ancienne. Et si l'on remonte d'abord au premier temps, la Mésopotamie a tourné autour de moins 6000 avant notre ère, ce qui veut dire qu'il y a aussi une antériorité très profonde des peuples mésopotamiens. On peut penser notamment à la civilisation aussi de Sumer, moins 4000 avant notre ère, bien antérieure à toute autre civilisation autre. L'Égypte elle-même, c'est à peu près moins 3500, donc les Égyptiens aussi ont une responsabilité civilisationnelle dans cette région du monde. Le peuple hébreu, les tribus hébreux de l'époque sont arrivées vers moins 2000, se sont manifestées, ont témoigné de leur existence autour de moins 2000. Ça fait 3-4 000 ans après d'autres civilisations, d'autres peuples qui s'étaient manifestés avec leurs entités spécifiques. Puis les Perses, avec à peu près moins 900 avant notre ère, venus de différentes horizons du monde. Je ne parle pas des origines de ces peuples, parce qu'ils viennent d'un peu partout, de l'Afrique, de l'Inde, etc. Puis la conquête romaine. On pourrait imaginer aussi les Italiens revendiquer une place dans le Moyen-Orient, puisque la conquête romaine a fait qu'une partie de cette région a été occupée et organisée, gérée par le monde romain. Et puis il y a eu les invasions arabes, vers à peu près plus 600. Je crois que c'est important de se rappeler très rapidement, donc je survole, ces différentes vagues civilisationnelles et ces différentes vagues de peuples, parce que parmi toutes ces vagues, aucun d'entre eux ne peut revendiquer un monopole quelconque. Et si les revendications israéliennes étaient transférées dans l'esprit de tous les peuples du monde, ce serait une guerre généralisée à l'échelle de la planète. Il y a des antériorités très fortes, mais elles n'ont aucun fondement contemporain, sous peine de provoquer des perturbations permanentes. Deuxième observation, c'est une région du monde qui, dans la période la plus récente, a connu, en sus de ces peuples, de ces mouvements de population, de multiples ingérences, notamment dans l'époque contemporaine, mais on peut remonter jusqu'au Xe siècle. Au Xe siècle, les croisades occidentales ont commencé à perturber cette région. Au XIIe siècle, les Mongols sont venus et ont touché particulièrement l'Iran. Et au XIXe, ça commence. C'est nous autres qui arrivons, fiers comme Artaban, grâce à notre révolution industrielle, à nos moyens techniques supérieurs. On part à la conquête de toute cette région, les Britanniques en tête, les Français derrière, mais les Russes aussi, et les Allemands pour leur part. La Grande-Bretagne occupe la zone du Moyen-Orient pour en tirer le maximum, à l'issue de l'affaiblissement de l'Empire ottoman. La Grande-Bretagne prend en charge d'une certaine manière pour ses propres intérêts l'Égypte, la Palestine, la région de Chypre, l'Iran, le Liban, alors que le Liban et la Syrie sont sous tutelle française, au nom de la protection des chrétiens. C'est-à-dire que l'ingérence humanitaire était déjà tout à fait à la mode, puisque l'on se disait, dans les milieux du pouvoir français, on a le droit d'intervenir là-bas parce qu'un certain nombre de minorités chrétiennes sont en difficulté, il faut aller les aider, il faut les protéger, donc on va s'occuper de tout ça. Et du coup, on prenait la direction de ces peuples, de ces États. Ça a été le cas pour la France avec le Liban donc, et la Syrie. Les Russes se sont plutôt intéressés à l'Arménie et au Kurdistan. Quant aux Allemands, ils ont fortement pénétré la Turquie et l'Irak. Déjà, on s'intéressait au pétrole à la veille de la Première Guerre mondiale. Et c'est vers la fin de ce XIXe siècle aussi, le début de ce XXe,
l'on a vu des petits groupes sionistes s'installer progressivement en Palestine, avec un double jeu absolument pitoyable de la Grande-Bretagne, car c'est, je crois, la Grande-Bretagne qui est vraiment l'une des principales puissances responsables de la situation que l'on connaît ensuite à partir des années 30, 40, 50 et d'aujourd'hui. Les Anglais jouaient le double jeu avec les Palestiniens et avec les groupes sionistes en leur disant à chacun: comptez sur moi, comptez sur nous, on va vous aider à vous constituer en État, on va vous aider à vous épanouir, à vous affirmer, avec bien sûr une balance périodique, avec des insurrections palestiniennes qui ont eu lieu dans les années 30-40, dont on ne parle jamais, mais ça a déjà commencé. Il y avait déjà un peuple qui témoignait de son existence dès cette époque-là, devant ce jeu britannique. Les Britanniques, évidemment, privilégiant, malgré leur discours double, les Israéliens, les sionistes qui arrivaient. Il faut dire aussi que la France a échoué dans ses tentatives de libération de ces peuples, malgré la politique du Front populaire, qui avait promis à la Syrie notamment l'indépendance, et puis les promesses n'ont pas été tenues. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis poussent un peu tout le monde et s'installent au Moyen-Orient et jouent les premiers rôles. Avec une série d'ambiguïtés. Par exemple, les Soviétiques, à l'époque, pensent que les Juifs et puis Israël va pouvoir, avec le vieux souvenir des judéo-bolcheviques et de l'alliance de fait qui s'était pratiquée durant les années 40 avec le fascisme et le nazisme, que les Israéliens et les Juifs pourraient jouer un rôle progressiste dans cette région du monde, alors que la Ligue arabe et que l'ensemble des autres États voisins étaient sous tutelle anglo-saxonne et surtout de plus en plus américaine. Ce qui montre que les stratèges parfois font des erreurs lourdes de conséquences. C'est pourquoi, lorsque Israël a été créé sous les auspices des Nations Unies, et l'Union soviétique et les États-Unis ont soutenu cette création, chacun avec des arrière-pensées différentes et avec des stratégies contradictoires. Il s'est avéré effectivement que les Soviétiques s'étaient lourdement trompés dans cette politique. Il faut dire aussi qu'il y a eu un culte, à un moment donné, d'un socialisme à l'israélienne, avec la politique des kibbutz, etc., et qui ont créé aussi une sorte de sympathie dans les mouvements progressistes européens, ce socialisme ayant été instrumentalisé, en fait, pour fabriquer une réputation progressiste à l'Israël naissant. Les Américains ne se sont pas trompés parce que leur préoccupation, c'était le pétrole. Je crois que sur ce terrain-là, ils étaient très lucides. Il faut savoir que le Moyen-Orient, on va en parler, à lui seul dans le monde, représente 60% des réserves du pétrole mondial, ce qui est évidemment une ressource fondamentale pour toutes les grandes puissances très consommatrices de pétrole. Il y a donc une très lourde responsabilité de ces puissances occidentales. Ce n'est pas des problèmes exotiques pour nous autres Français, Anglais ou autres. Ce sont nos problèmes puisque nous avons contribué à les créer, ces problèmes. Nous sommes donc responsables de cette situation pour la part qui est la nôtre. Et on devrait pouvoir penser que, par exemple, tous les partis politiques français, tous les partis politiques britanniques, etc., soient sensibles et mobilisés sur ces questions du Moyen-Orient, puisqu'ils sont responsables, dans une grande mesure, des problèmes qui surgissent encore aujourd'hui et qui se développent encore aujourd'hui. Lorsque tel ou tel ami progressiste israélien se bat contre son gouvernement, il ne fait pas d'antisémitisme. Et lorsque je critique ou des associations d'amitié franco-palestinienne font la critique du gouvernement israélien, ils ne font pas d'antisémitisme, ils font une critique d'une politique qui aujourd'hui ressemble fort, nous allons en dire quelques mots tout à l'heure, à une politique de type colonial classique, avec des spécificités. Mais vous savez, le colonialisme japonais en Asie, le colonialisme allemand, le colonialisme français ou britannique ont eu chacune leurs spécificités. Et ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas forcément les mêmes traits dans ce colonialisme israélien qu'il n'est pas un phénomène de type colonial. Un des derniers dans notre histoire, c'est pas le dernier, mais c'est un des derniers, et il devrait subir ce que les autres ont subi, c'est-à-dire un procès en règle, sur la base du droit international. Il faut savoir que dans les cartons des Nations Unies, il y a pratiquement toutes les règles du jeu fixées, reste à les mettre en œuvre.
qu'il s'agisse du statut de Jérusalem, qu'il s'agisse du statut des réfugiés, etc.